Ougadel 24 News, il est 19 h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Tombée de rideau pour les travaux du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a à cette occasion réaffirmé son engagement envers le MAEP sur fond de discussion concernant l'épineuse question des réparations historiques dues à l'Afrique. Gaza, toujours sous les bombardements sionistes. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche dans une énième agression au sud de l'enclave. Escalade des violences sionistes au sud-Liban. 4 Libanais tombent en martyrs alors que la diplomatie algérienne réitère son soutien au Liban lors d'un appel téléphonique entre le ministre d'État Ahmed Attaf et le Premier ministre libanais Nawaf Salam. D'une capacité de production d'1,4 million de litres par jour, la plus grande laiterie d'Algérie officiellement lancée. Objectif, renforcer l'approvisionnement du marché algérien. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine se sont clos ce dimanche à Addis Abeba avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. S'est tenue lors de cette deuxième et dernière journée une discussion de haut niveau sous le thème « Mobiliser les investissements et les financements africains pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 » qui comprend un appel à l'action à travers la coordination et la création de partenariats stratégiques pour garantir que le développement de l'Afrique soit inclusif et résilient. Dans ce contexte, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a exprimé sa sincère gratitude à tous les membres du forum du MAEP dans une lettre lue en son nom par Selma Barta Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères en marge du 38e sommet de la Commission de l'Union africaine. Le président algérien a réaffirmé l'engagement de l'Algérie envers le MAEP et sa mission qui contribue, je cite, à ancrer la démocratie et à améliorer la bonne gouvernance dans nos États membres et sur le continent et ses populations. Le président dira aussi, je cite, nous devons nous approprier notre union et ses institutions en assurant la mise en œuvre rapide de l'agenda 2063 de l'UA. À cet égard, au nom du gouvernement et du peuple algérien, le président Tebboune a souhaité annoncer que l'Algérie a versé une contribution volontaire au MAEP d'un montant d'1 million de dollars américains, appelant humblement les États participants du MAEP à envisager également de verser des contributions volontaires. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs exhorté ceux qui ont encore des arriérés envers le mécanisme d'envisager de les régler dans la mesure de leurs moyens. Fin de citation. Et ce sommet a également été l'occasion pour les chefs d'État d'aborder l'épineuse question des réparations historiques dues à l'Afrique et à sa diaspora, notamment pour colonisation, esclavagisme, apartheid et génocide. Une étape concrète qui permettra enfin d'arriver à l'apaisement chez les peuples du continent. Je suis heureux. L'Afrique a besoin d'être réparée par la colonisation et l'esclavage. Nous allons lutter pour ça, mais avant tout, il faut qu'on se rassemble. Qu'on soit ensemble pour essayer de lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme, être ensemble et puis aborder nos partenaires, parce que maintenant c'est des partenaires, mais effectivement ils nous doivent beaucoup par rapport au passé. Dans ce côté-là, on est en train de travailler, d'ailleurs le tome cette année a été rédigé, on va le débattre tout à l'heure, et de ce côté-là, rassurez-vous qu'on va y aller, pour aller dans le sens à ce qu'ils nous réparent les dégâts commis, aussi bien dans le cadre du colonialisme, de l'esclavage. Et puis aussi, il y a un pays qui s'appelle le Comores qui n'a pas encore fini sa décolonisation. Et là, on doit lutter pour ça. Et le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankola Doy, a affirmé ce dimanche à Addis Abeba, lors d'une conférence de presse, l'engagement de l'organisme continental à résoudre les conflits en Afrique par la diplomatie préventive, la médiation et la réactivation de l'alerte précoce, faisant référence aux situations en République démocratique du Congo, au Soudan et à la Libye. On écoute. It is fundamental to peace
Il est fondamental de mettre en lumière l'instabilité en Libye. Laissez-moi profiter de cette opportunité pour m'adresser à son Excellence, le président de la République démocratique du Congo et président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, Denis Sassou Nguesso. Historiquement, nous avons été en étroite relation. En octobre et décembre dernier, le président de la République islamique de Mauritanie et le président de la République du Congo se sont rendus en Libye pour encourager les Libyens à se décider sur le 14e amendement qui est une charte de réconciliation. Charter on reconciliation. Banco Ladeuil qui s'est également dit profondément inquiet quant à la situation en RDC. Nous exprimons notre profonde inquiétude quant à la situation dans l'est de la RDC et appelons au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées, y compris l'aéroport de Goma. Il est très important que nos dirigeants insistent également sur ce qui est fondamental pour chaque État membre de l'Union africaine, à savoir la préservation et le respect total de la souveraineté, de l'unité politique et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La seule façon de résoudre le problème dans l'est de la RDC est que toutes les parties s'assoient autour de la table et l'Union africaine est prête à jouer ce rôle de médiation. And the African Union is ready to play that mediation role. Ce 38e sommet de l'UA a par ailleurs permis aux dirigeants africains de se pencher sur les dossiers importants du continent, à savoir la paix, la sécurité, les réformes institutionnelles et d'autres enjeux stratégiques. Les détails, Maria Chouilleur. Dans un cadre visant à repositionner l'Afrique pour devenir un acteur dominant sur la scène mondiale, les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine se sont poursuivis aujourd'hui dimanche 2e et dernier jour des travaux à Addis Abeba, avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains. Une discussion de haut niveau s'est tenue sous le thème « Mobiliser les investissements et les financements africains pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 » qui comprend un appel à l'action à travers la coordination et la création de partenariats stratégiques pour garantir que le développement de l'Afrique soit inclusif et résilient. L'agenda 2063 aspire à une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, intégrée, unie sur le plan politique et ancrée dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. De bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de justice et d'état de droit, vivant dans la paix et dans la sécurité, dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun, de valeurs et d'éthique partagée, dont le développement est axé sur les populations, qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, unis et influent sur la scène mondiale. La session mettra également en lumière les stratégies ainsi que les approches clés pour mobiliser le financement africain afin de mettre en œuvre les priorités de l'agenda 2063. Les principaux thèmes à explorer incluront entre autres la mobilisation des ressources nationales, le financement concessionnel et les mécanismes innovants pour alléger la pression de la dette tout en continuant à financer le développement sur le continent et les partenariats publics-privés pour le développement des infrastructures. À noter que le 38e sommet de l'Union africaine s'est concentré sur la promotion de la cause de la justice et le paiement des réparations aux Africains, une étape concrète vers la réparation des torts historiques et la promotion de l'apaisement chez les peuples du continent et les personnes d'ascendance africaine. L'agenda 2063, schéma et plan directeur de l'Afrique, vise à transformer le continent en puissance mondiale de l'avenir avec un objectif de développement inclusif et durable. Et si le schéma est prêt, l'action est à suivre. Les images de l'IS ont fait le tour des réseaux sociaux. Samedi, l'Algérie a remporté la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette dernière sera donc représentée par Madame l'ambassadeur Selma Malika Haddadi. Retour justement sur le parcours de cette diplomate aguerrie avec ce portrait signé Amalam Zenzitoune. Explosion de joie au sommet de l'UA à Addis Abeba. L'Algérienne Selma Malika Haddadi vient d'être élue vice-présidente de la Commission de l'Union africaine.
Un poste très important au sein de l'organe exécutif de l'UA que la diplomate algérienne de 47 ans doit assurer pendant les 4 prochaines années, remplaçant dans la foulée la rwandaise Monique Nsanza Baganoa. L'élection de Selma Haddadi reflète la place de l'Algérie et sa profondeur africaine et la confiance qui lui est accordée par les dirigeants du continent. Je voudrais dire que cette victoire, peut-être qu'elle cristallise, mais en réalité, elle n'est qu'une continuation parce que l'Algérie est un membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. Et l'Algérie a toujours contribué avec des hommes et des femmes pour l'œuvre continentale à travers sa contribution à la libération des pays africains. Et sa solidarité à travers sa contribution au développement dans un esprit tout à fait solidaire des autres pays africains, à travers sa coopération, à travers ses projets de développement qui ont un prolongement africain. Avec plus de 2 décennies d'expérience à son actif, l'ambassadeur algérienne est présentée par ses pairs comme une diplomate aguerrie. Madame Haddadi a occupé de mars 2023 à avril 2024 le poste de directrice générale Afrique au ministère des Affaires étrangères. Elle a été entre 2019 et 2023 ambassadrice extraordinaire et plénitentiaire au Kenya et au Soudan du Sud. De 2015 à 2019, elle a occupé le poste de ministre conseillère et chef de mission adjointe à l'ambassade d'Algérie en Éthiopie et auprès de l'Union africaine. De 2013 à 2015, elle a été sous-directrice du développement social au niveau de la Direction générale des affaires politiques et de la sécurité internationale du ministère des Affaires étrangères. C'est elle qui a dirigé avec doigté le bureau algérien pour les réfugiés et les apatrides à la Direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères de 2012 à 2013. Auparavant, elle a occupé le poste de conseillère et chef de section politique au sein de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève. Pour cette élection de vice-présidente de la commission de l'UA, Madame Haddadi a proposé une vision nouvelle enracinée dans son dévouement à l'Afrique ainsi que dans sa loyauté et son engagement envers l'UA. Elle s'est engagée à recentrer l'action de l'UA autour des objectifs fixés par ses pairs fondateurs, afin que l'UA puisse atteindre l'objectif d'appropriation de ses programmes et aspirations, tels que définis par les pairs fondateurs et énoncés dans l'agenda 2063. Madame Haddadi assure qu'elle favorisera la priorisation, la revitalisation et le renforcement des partenariats avec les entités et institutions africaines de développement, telles que la BAD, l'Afriximbank et l'ODA-NEPAD, en tant que principaux fournisseurs de projets et de fonds de développement. Direction le Moyen-Orient où les massacres se poursuivent à Gaza malgré l'entrée en vigueur il y a près d'un mois d'un accord de trêve. Ce dimanche, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés dans un énième bombardement sioniste à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de l'enclave. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est donc alourdi ce dimanche à 48 271 martyrs et 111 693 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 7 martyrs et 5 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que les opérations de recherche des corps de martyrs piégés sous les décombres se poursuivent toujours. Et de son côté, le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a salué samedi la libération de 3 autres captifs détenus dans la bande de Gaza, appelant une nouvelle fois à la libération de tous les captifs restants. Pour rappel, hier, l'entité sioniste et la résistance palestinienne ont achevé leur 6e échange de prisonniers, les forces d'occupation ayant libéré au total 300 Palestiniens. I'm relieved
Je suis soulagé que le cessez-le-feu soit maintenu à Gaza et davantage d'otages détenus aient été libérés plus tôt dans la journée. Et j'appelle une fois de plus à la libération de tous les otages détenus à Gaza et à ce que toutes les parties remplissent les obligations, en espérant qu'après la première étape de cessez-le-feu, nous pourrons passer à la deuxième, puis à la troisième étape du cessez-le-feu. Un retour à une situation de guerre totale, avec un blocage total de la bande de Gaza, serait un désastre absolu pour la population de cette zone et il serait évidemment absolument impossible d'opérer. Et en Cisjordanie occupée, les agressions sionistes se multiplient. Ce dimanche, au moins 12 civils palestiniens ont été blessés par les balles de l'occupation lors d'affrontements après une incursion des forces sionistes dans la vieille ville de Naplouse. Selon l'agence de presse palestinienne, des enfants et des personnes âgées se trouvaient parmi les victimes de cet assaut. Et les campagnes d'arrestations arbitraires s'intensifient en Cisjordanie occupée. Ce dimanche, au moins 7 civils palestiniens ont été arrêtés à l'ouest du gouvernorat d'Al-Khalil. À noter que les arrestations sont le plus souvent accompagnées de violences et de vandalisation des maisons des civils. « 40 000, c'est le nombre de Palestiniens déplacés en Cisjordanie, déplacés de force en Cisjordanie occupée depuis près d'un mois, selon le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, ajoutant que plusieurs camps de réfugiés de la région ont été vidés de leurs habitants dans le cadre de l'opération la plus longue, selon lui, depuis la deuxième intifada dans les années 2000. Et de l'autre côté de la frontière, les raids d'agression se poursuivent dans le sud Liban. Ce dimanche, au moins 4 Libanais sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, selon l'agence de presse libanaise, dans le bombardement de plusieurs véhicules et villages dans différentes villes du sud du pays. Et dans ce contexte d'escalade des violences, le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche un appel téléphonique du Premier ministre libanais Nawaf Salem. Les deux parties ont évoqué lors de cet échange les développements dans le sud du Liban, notamment la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et le retrait des forces d'occupation sionistes des territoires libanais. Ahmed Attaf a à cet égard réitéré la solidarité de l'Algérie avec le Liban face aux violations flagrantes de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, affirmant la disponibilité d'Alger à poursuivre son soutien en faveur du Liban, notamment en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et de nombreux Tunisiens ont manifesté samedi devant l'ambassade américaine à Tunis en signe de protestation contre le projet du président américain Donald Trump de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza. La manifestation à l'appel du réseau tunisien de lutte contre le système de normalisation a vu des manifestants scander des slogans dénonçant le plan américain. Au Maroc aussi, le peuple a exprimé son rejet de ce plan américain. Samedi, un grand nombre de Marocains de la ville de Tétouan ont investi les rues pour réclamer le renversement de la normalisation et rejeter le plan du président Trump visant à s'emparer de la bande de Gaza en déplaçant ses habitants. Cause sahraoui, la ville de Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, a accueilli vendredi soir un colloque politique sur la lutte juridique du Front Polisario visant à stopper le pillage et l'exploitation illégale des richesses du peuple sahraoui. L'événement a été témoin d'une présentation du partenariat et de la relation de travail conjointe dans le domaine de la jeunesse entre le mouvement allemand et l'Union de la jeunesse de Saqi el-Hamra et Wadi Dahab. L'événement a été également l'occasion de mettre en exergue l'engagement
l'engagement politique de la jeunesse d'Ivalken envers la lutte politique du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. Je vous le disais tout à l'heure en titre, les premiers essais de production ont été lancés dans la plus grande laiterie en Algérie, avec une capacité de production d'1,4 million de litres de lait par jour. L'objectif est clair, renforcer l'approvisionnement du marché dans les wilayas du centre de l'Algérie. Souhila Kilala. D'une capacité d'1,4 million litres par jour, la plus grande unité de laiterie d'Afrique a été inaugurée à Rouiba, à l'est d'Alger, par le groupe algérien des productions laitières Jiplé. Ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'État algérien visant à atteindre l'autosuffisance et à faire baisser la facture d'importation. Ce vaste projet qui s'inscrit dans la stratégie de l'État visant à renforcer la sécurité alimentaire est considéré comme un acquis important pour la filiale laitière car il contribuera à améliorer la production nationale de ce produit de base. Dans les locaux neufs de cette usine dotée des dernières technologies industrielles ont été effectués les premiers essais techniques pour la mise en exploitation de cette unité laitière qui permettra de renforcer la production nationale algérienne de ce produit de base et de garantir une qualité et des prix compétitifs. Cette réalisation ambitieuse est la concrétisation de la vision claire du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Elle est également le couronnement des efforts incessants pour renforcer la sécurité alimentaire nationale, soutenir le développement économique et atteindre l'autosuffisance dans la filière des produits laitiers et mettre fin aux pénuries. Ce projet confirme également notre ferme engagement à développer ce secteur vital conformément aux directives des autres autorités du pays. Un nouveau projet industriel qui vient s'ajouter à une série de réalisations de l'État algérien qui visent au renforcement de la sécurité alimentaire, le développement durable et l'autosuffisance en matière de produits stratégiques. Dans le reste de l'actualité internationale, une femme a été tuée ce dimanche dans l'oblast russe de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine après qu'un drone ukrainien ait ciblé la voiture dans laquelle elle se trouvait. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de l'oblast Vyacheslav Gladkov dans un message publié sur son compte Telegram. Et puis ce drame en Inde, près d'une vingtaine de personnes sont mortes lors d'une bousculade survenue dans une gare de New Delhi au départ de train à destination du pèlerinage hindou de la Kumbh Mela dans le nord du pays. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de ce mouvement de foule qui s'est produit samedi soir au moment où des fidèles se pressaient pour monter dans les trains. Dans l'escalier menant à la passerelle au quai, un passager a glissé entraînant dans sa chute les personnes qui se trouvaient derrière lui, ce qui a provoqué un incident tragique. Un comité de haut niveau enquête sur cette affaire. Les quais des trains pour Prayagraj étaient bondés de monde. Je n'avais jamais vu une telle foule auparavant. Dès l'annonce de l'arrivée du train, les gens se sont précipités. Le passage étroit n'était pas à la hauteur de la foule et j'ai entendu dire que certaines personnes étaient tombées, ce qui a provoqué une bousculade, les gens se piétinant les uns les autres. Et en Corée du Sud, la ville portuaire de Pohang est depuis des décennies le cœur sidérurgique du pays, incarné par son géant de l'acier POSCO. En 2024, le pays est le 4e exportateur d'acier vers les États-Unis, représentant près de 13% des importations de son allié. Néanmoins, les fonctionnaires et les travailleurs de la sidérurgie redoutent les conséquences dévastatrices des nouveaux droits de douane sur l'acier imposés par le président américain Donald Trump, soit 25% à partir du 12 mars prochain. Dans un pays où l'automobile, la construction navale, l'électronique et d'autres domaines sont développés et où les exportations sont au premier plan, l'économie subit aujourd'hui un choc important, pour le dire à l'extrême. Il s'agit d'une situation irréversible.
폭망 뭐 그렇게 가든지. Notre industrie sidérurgique est à la base de toute l'industrie de notre pays. Nous fabriquons des automobiles, des chemins de fer, des semi-conducteurs, des appareils électroménagers. Si l'industrie de l'acier s'effondre, ces industries s'effondreront également. Et cela peut même affecter les moyens de subsistance de notre peuple. Je suis inquiet à ce sujet. Et maintenant que l'administration Trump impose des droits de douane de 25%, nous nous trouvons dans une situation difficile. Voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Au revoir.